L'écran est totalement noir. Un silence pesant s'installe pendant 2 secondes. Chaleureuse, posée, presque un murmure. Fermez les yeux. Allez-y, jouez le jeu. Essayez de visualiser le Big Bang. Ne vous contentez pas d'y penser, essayez de le voir vraiment. Une petite lueur blanche apparaît au centre de l'écran noir. Je sais exactement ce que vous voyez. Votre cerveau ressort cette vieille diapositive poussiéreuse rangée dans un coin depuis le collège. Vous voyez un vide noir, immense, une obscurité infinie qui s'étend dans toutes les directions. Et quelque part, au milieu de ce rien absolu, il y a un point, une petite étincelle, un grain de poussière d'une densité impossible. Le point commence à vibrer, la tension monte. Et soudain, l'explosion. Flash blanc violent, des gerbes de lumière, de matière et d'énergie sont projetées partout. On voit des débris cosmiques voler dans tous les sens sur un fond noir. La plus violente détonation de l'histoire. Un feu d'artifice cosmique dont les débris s'éparpillent, remplissent l'espace vide, refroidissent lentement pour devenir, des milliards d'années plus tard, des étoiles, des galaxies, des planètes. Et vous. Le présentateur apparaît à l'écran, dans un décor sobre, peut-être une bibliothèque sombre ou un laboratoire épuré. C'est cette image que vous trimballez dans votre tête. On vous l'a vendue comme la jeunesse de tout. C'est beau, c'est simple, c'est spectaculaire. Le problème, c'est que cette image est fausse. Il s'approche de la caméra, d'un air sérieux. Et je ne dis pas un peu simplifié, ou fondamentalement juste, mais techniquement imprécise. Non. Je dis que cette image est structurellement, radicalement et totalement fausse. Et si je vous dis ça, ce n'est pas pour faire du mélodrame ou pour jouer les savants provocateurs. C'est parce que cette image précise, celle que vous avez dans le crâne en ce moment même, est l'obstacle majeur qui vous empêche de comprendre ce qui s'est réellement passé. Ce n'est pas un tremplin vers la vérité, c'est un mur. À chaque fois que vous essayez de réfléchir à l'origine de l'univers, votre cerveau appelle cette image de l'explosion dans le vide. Et là, c'est fini. Vous êtes coincé. Vous allez poser des questions qui n'ont aucun sens. Vous allez attendre des réponses qui ne peuvent pas exister. Et vous allez finir par vous sentir confus, en pensant que la physique est trop dure pour vous. Mais la confusion ne vient pas de la complexité des mathématiques. Elle vient du fait que vous partez d'une image brisée. Il s'assoit, un brin de malice dans le regard. Tout le problème tient dans un seul mot : explosion. À un moment donné, quelqu'un a décidé d'utiliser ce mot pour décrire l'origine de l'univers. Un mot qui, dans toutes les langues, signifie une expansion violente de matière dans un espace environnant. Ce mot a tout infecté. Il a façonné votre imaginaire, vos questions, vos doutes. C'est une métaphore, et comme beaucoup de métaphores en physique, elle n'est pas juste imprécise, elle est trompeuse. Elle pointe exactement dans la mauvaise direction. Alors, avant que je puisse vous expliquer ce qu'était réellement le Big Bang, je dois vous demander quelque chose de difficile. Je veux que vous supprimiez cette image. Brûlez-la. Effacez le vide noir. Effacez le petit point au centre. Effacez l'explosion. Tout. Parce que là où nous allons, rien de tout cela ne s'applique. Si vous gardez ce bagage avec vous, vous allez vous battre contre moi à chaque étape du voyage. Vous êtes prêts ? Bien. Laissez-moi vous montrer pourquoi l'image de l'explosion est une impossibilité logique. Il sort un briquet et l'allume. Pensez à ce qu'est une explosion réelle. Une bombe explose dans un bâtiment. Qu'est-ce qu'on observe ? Il y a un point spécifique où la détonation se produit. Un lieu. Une coordonnée géographique. Un endroit où vous pouvez pointer le doigt et dire « c'est là ». C'est là que ça a commencé. Le souffle se propage vers l'extérieur depuis ce point vers l'espace environnant. Les débris voyagent à travers l'air, à travers la pièce. La pièce existait avant que la bombe n'explose. L'air existait. L'espace existait. L'explosion n'a fait que remplir cet espace déjà présent avec de l'énergie et des morceaux de métal. Maintenant, appliquons cette logique au Big Bang. Le présentateur pointe le ciel nocturne par une fenêtre. Où cela s'est-il passé ?
Donnez-moi une direction. Vers quelle constellation dois-je regarder? En haut? À gauche? Vers Andromède? Vous ne pouvez pas répondre. Et ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas encore trouvé avec nos télescopes. Ce n'est pas parce qu'on manque de données. C'est parce que la question elle-même n'a aucun sens. Il n'y a pas de lieu où le Big Bang a eu lieu. Il n'y avait pas d'espace préexistant pour l'accueillir. Il n'y avait pas de vide noir qui attendait d'être rempli. Il n'y avait pas de pièce sombre. Il n'y avait pas d'extérieur. Il n'y avait rien. Il insiste sur le mot. Rien. Et pas le rien que vous imaginez là comme un grand vide obscur. Ça, c'est encore quelque chose. C'est de l'espace. Je parle de l'absence totale d'espace. Pas de dimension, pas de coordonnées, pas d'ici, pas de là-bas. Le Big Bang ne s'est pas produit quelque part dans l'espace. Le Big Bang, c'était l'espace commençant à exister. Vous voyez la nuance? Ce n'est pas de la matière qui vole dans l'espace. C'est l'espace lui-même, le tissu, la scène sur laquelle tout se joue qui a commencé. Il n'existait pas, puis il a existé. Et il n'a pas grandi dans quelque chose. Il a juste grandi. L'expansion, c'était la création de la place. Chaque centimètre de distance supplémentaire entre les objets n'était pas dû à des objets s'éloignant dans l'espace, mais à de l'espace nouveau apparaissant entre les objets. Ce n'est pas une explosion, c'est autre chose. Quelque chose qui n'a aucune analogie dans votre vie quotidienne, et c'est précisément pour ça que c'est si dur à voir. Rien dans votre évolution biologique ne vous a préparé à visualiser la naissance de la géométrie elle-même. Le présentateur se lève et se dirige vers une petite table de cuisine installée au milieu du studio. Sur la table, une boule de pâte à pain brute parsemée de quelques raisins secs. Alors, si ce n'est pas une explosion, comment est-on censé visualiser l'invisible ? Comment concevoir quelque chose qui n'a pas d'analogie directe dans notre monde physique? La réponse est simple, on improvise. On cherche l'objet le plus proche possible de la réalité et on l'utilise avec précaution. Il pose ses mains sur la table, fixant la pâte. Imaginez que nous sommes dans une cuisine cosmique. Devant vous, cette boule de pâte à pain aux raisins. Elle représente l'univers. Les raisins, ce sont les galaxies. La pâte, c'est le tissu même de l'espace. Pour l'instant, la pâte est au repos. Les raisins sont répartis de manière uniforme. Maintenant, imaginez qu'on place cette boule au four. La levure s'active. La pâte commence à gonfler. Elle s'étend dans toutes les directions. Gros plan sur la pâte qui commence à gonfler grâce à un effet visuel ou un time-lapse. C'est ici que je veux que vous soyez extrêmement attentifs. Choisissez un raisin, n'importe lequel. Appelons-le votre raisin. C'est votre point d'observation, votre maison, votre voie lactée. Pendant que la pâte gonfle, que voit votre raisin? Il regarde le raisin à sa gauche, il s'éloigne. Il regarde le raisin à sa droite, il s'éloigne aussi. Celui d'au-dessus grimpe, celui d'en dessous descend. Pour votre raisin, il semble être le centre d'une fuite généralisée. On dirait que tout l'univers a décidé de le fuir personnellement. Il lève un doigt pour marquer une pause importante. Mais voici le point crucial, celui qui va faire basculer votre compréhension. Les raisins ne sont pas en train de nager dans la pâte. Ils ne rampent pas, ils ne sont pas propulsés par un moteur. Ils sont parfaitement immobiles par rapport à la pâte qui les entoure. C'est la pâte entre les raisins qui s'étire. De la nouvelle pâte apparaît, créant de la distance là où il n'y en avait pas, sans que rien n'ait eu besoin de bouger physiquement. Le présentateur change de place, se mettant de l'autre côté de la table. Maintenant, changez de point de vue. Prenez un autre raisin, à l'autre bout de la pâte. Que voit-il? Exactement la même chose. Il voit tous les autres raisins s'éloigner de lui au même rythme. Attends une seconde. Si tout s'éloigne de tout le monde, il y a forcément un milieu, non? Il y a bien un endroit où la pâte a commencé à gonfler en premier. Et voilà. C'est là que votre cerveau essaie de vous ramener à l'explosion. Vous cherchez le centre. Vous vous dites que si on rembobine le film, tout doit converger vers un point précis dans la cuisine.
Mais dans l'univers, il n'y a pas de cuisine, il n'y a que la pâte. Si la pâte est infinie, ou si elle se replie sur elle-même d'une manière que nous commençons à peine à comprendre, alors il n'y a pas de bord. Et s'il n'y a pas de bord, il n'y a pas de centre. L'expansion ne part pas d'un point central pour aller vers l'extérieur. Elle se produit partout, simultanément, dans chaque millimètre cube d'espace. C'est une révolution mentale. Si l'espace s'étire partout en même temps, cela signifie que chaque point de l'univers peut légitimement prétendre être le centre. Vous, là, dans votre canapé, vous êtes au centre de l'univers. Moi, ici, je suis au centre de l'univers. Un alien sur une planète à 10 milliards d'années-lumière. Il est, lui aussi, au centre exact de l'univers. Ce n'est pas un jeu de mots. C'est une conséquence mathématique de la métrique de l'espace. Le Big Bang n'est pas une explosion dans l'espace, c'est une expansion de l'espace. Il fait un geste large avec ses mains. Et cela change tout. Si les galaxies s'éloignaient comme des débris d'explosion, elles auraient une limite de vitesse, celle de la lumière. Elles auraient besoin d'une énergie colossale pour voyager à travers le vide. Mais parce que c'est l'espace qui se crée entre elles, les galaxies très lointaines peuvent s'éloigner de nous à une vitesse apparente qui dépasse celle de la lumière. Elles ne violent pas la relativité d'Einstein. Elles ne bougent pas vraiment. C'est juste qu'il y a tellement de pattes qui se créent chaque seconde entre nous et elles que la distance augmente plus vite que ce que la lumière peut parcourir. Ils s'arrêtent, laissent l'information infuser. Vous commencez à sentir le vertige ? C'est normal. C'est le signe que l'ancienne image est en train de se fissurer. Vous n'êtes plus en train de regarder un film d'action avec une bombe qui saute. Vous êtes en train de contempler un tissu qui respire, une trame qui s'étire, une géométrie en pleine croissance. Mais si vous voulez vraiment la preuve que je ne suis pas simplement en train de vous raconter une jolie histoire de boulangerie, si vous voulez voir les cicatrices réelles que ce processus a laissées sur le ciel, alors il faut regarder ce que les yeux humains ne peuvent pas voir. Il faut regarder la lueur. Le décor s'assombrit. Le présentateur fait un geste de la main et derrière lui, un vieil écran de télévision à tube cathodique s'allume. Il ne diffuse aucune image, juste de la neige, ce fourmillement de points blancs et noirs accompagné d'un grésillement constant. Vous voyez ce parasite ? Ce bruit visuel ? Si vous êtes assez vieux pour avoir connu ces téléviseurs, vous avez littéralement regardé les restes de la création du monde sans le savoir. Environ 1% de ce grésillement provient de la capture d'ondes qui voyagent dans l'espace depuis le tout début. On appelle ça le fond diffus cosmologique. C'est l'écho, ou plutôt la lueur résiduelle du Big Bang. Et c'est ici que l'image de l'explosion meurt définitivement. Réfléchissons une seconde. Si le Big Bang était une explosion partie d'un point précis dans un vide noir, que verrions-nous avec nos télescopes ? Nous pointerions notre appareil vers ce point d'origine et nous verrions une lumière éblouissante. Puis, en tournant le télescope vers la direction opposée, nous ne verrions rien. Le vide, le néant, l'arrière du décor. Mais ce n'est pas ce que nous observons, pas du tout. Peu importe la direction dans laquelle nous regardons, que ce soit vers le haut, vers le bas, vers la constellation d'Orion ou vers le vide intergalactique le plus profond, nous voyons cette lueur. Elle est partout. Elle est d'une uniformité terrifiante. La température de ce rayonnement est la même à 1/1000 de degré près partout dans le ciel. Comment est-ce possible si ce n'est pas une explosion ? Il s'approche d'un tableau noir et dessine un petit cercle, puis l'entoure de flèches pointant vers l'extérieur. C'est possible parce que, rappelez-vous notre pâte à pain, le Big Bang n'est pas arrivé à un endroit, il est arrivé partout, parce que partout, à l'époque, c'était la même chose. Imaginez l'univers entier que nous pouvons observer aujourd'hui, toutes les galaxies, tous les amas d'étoiles, les milliards de planètes. Tout cela, il y a 13,8 milliards d'années, était comprimé dans une région de l'espace plus petite qu'un atome. Il fait un geste de pincement avec ses doigts, comme s'il tenait quelque chose d'invisible. Attends, tu viens de dire plus petit qu'un atome, donc c'est bien un point dans le vide. Non, c'est là que le piège se referme.
Ce n'était pas un point dans le vide, c'était l'univers entier. Il n'y avait pas d'extérieur. Si vous aviez été là, à cet instant, vous n'auriez pas vu une petite bille entourée de noir. Vous n'auriez rien pu voir du tout parce que vous auriez été à l'intérieur de cette bille. Et cette bille aurait été tout ce qui existe. L'espace lui-même était cette bille. Le rayonnement que nous voyons aujourd'hui dans le ciel, ce fond diffus, c'est la lumière qui a été libérée environ 380 000 ans après le début. À ce moment-là, l'univers avait suffisamment gonflé pour que la lumière puisse enfin circuler librement. Et comme cette lumière a été émise par chaque millimètre cube de cet univers naissant, elle nous parvient aujourd'hui de toutes les directions à la fois. C'est comme si vous étiez dans une pièce dont tous les murs, le sol et le plafond se mettaient soudain à briller d'une lumière orange intense. Peu importe où vous regardez, vous voyez la source. Il change de ton, devenant plus analytique, presque confidentiel. Mais il y a une autre preuve, quelque chose de plus concret, de plus chimique. Si vous voulez cuisiner un univers, il vous faut une recette. Et les lois de la physique nous disent exactement ce qui se passe quand on compresse de la matière à des températures de plusieurs milliards de degrés pendant les premières minutes. On appelle ça la nucléosynthèse primordiale. Si l'univers avait été une explosion de matière classique, la répartition des éléments chimiques serait chaotique. Mais si l'univers a été ce four à haute pression, cette expansion uniforme, alors les calculs prédisent un résultat très spécifique. L'univers devrait être composé d'environ 75% d'hydrogène et 25% d'hélium, avec des traces infimes de lithium. Et devinez quoi ? Quand on regarde les nuages de gaz les plus anciens, ceux qui n'ont jamais été pollués par les étoiles, on tombe sur ces chiffres exacts, à la virgule près. Ce n'est pas une intuition, ce n'est pas une théorie au doigt mouillé. C'est une mesure directe de la température et de la densité de l'univers quand il n'avait que quelques minutes d'existence. 3 preuves indépendantes, l'éloignement des galaxies, la pâte qui gonfle, le fond diffus cosmologique, la lueur qui vient de partout, et l'abondance des éléments chimiques, la recette parfaite. Tout pointe vers la même conclusion, l'espace s'étire. Mais je dois être honnête avec vous, parce qu'un bon scientifique est d'abord quelqu'un qui avoue ce qu'il ne sait pas. Tout ce que je viens de vous décrire, l'expansion, le refroidissement, la formation des atomes, nous le comprenons merveilleusement bien. Les équations fonctionnent, les prédictions se réalisent. Mais si on essaie de remonter encore plus loin, si on essaie d'atteindre le fameux temps zéro, là, le film s'arrête, le projecteur brûle. Et c'est ici que nous rencontrons les véritables limites de notre esprit. Car si le Big Bang est l'origine de l'espace, qu'en est-il du temps ? Le présentateur s'approche d'un grand mur blanc sur lequel sont projetées des équations mathématiques complexes qui défilent de plus en plus vite avant de se brouiller et de s'effacer brutalement, laissant place à un grand point d'interrogation. On a suivi le fil d'Ariane jusqu'ici. On a compris que l'espace s'étire, que la lueur est partout, que la recette chimique est parfaite. On se sent bien, on se sent intelligent. Mais c'est là précisément au moment où l'on pense avoir dompté le cosmos qu'on se cogne contre le mur. En physique, on adore les limites, parce que c'est aux limites que les choses deviennent vraiment bizarres. Et le Big Bang possède la limite la plus absolue de toutes, ce que nous appelons la singularité. Il fait un pas de côté l'air grave. Si vous rembobinez le film de l'univers, tout devient plus dense, plus chaud, plus petit. Les galaxies se rapprochent, les atomes se brisent, les noyaux fusionnent. Et si vous poussez la logique jusqu'au bout, nos équations, celles d'Albert Einstein, la relativité générale, nous disent qu'à l'instant t égale 0, l'univers entier était concentré en un point de densité infinie et de température infinie. Mais voici le secret que les physiciens gardent souvent pour les fins de soirée. En science, quand une équation donne l'infini comme résultat, ce n'est pas une réponse, c'est un aveu d'échec. C'est la théorie qui lève la main et qui nous dit « Stop, je ne sais plus faire, je ne comprends plus ce qui se passe ici. La singularité n'est probablement pas un objet réel, c'est une erreur dans notre carte du monde. » Pourquoi ? Parce qu'à cet instant précis,
l'infiniment grand rencontre l'infiniment petit. Et dans notre coin de réalité, ces deux mondes refusent de se parler. La relativité générale gère la gravité et les étoiles, mais elle ignore tout des particules. La mécanique quantique gère les atomes, mais elle ne sait pas quoi faire de la gravité. Au moment du Big Bang, l'univers était les deux à la fois, une masse colossale dans un volume minuscule. C'est le mariage impossible. Tant que nous n'aurons pas une gravité quantique, le premier millième de seconde du monde restera une zone de pixels brouillés. D'accord, admettons que vos calculs plantent, mais il y a forcément eu un avant, non ? Quelque chose a bien dû déclencher le chrono. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ? C'est la question qui tue. C'est la question que tout le monde pose. Et c'est là que je vais devoir retourner votre cerveau une fois de plus. Stephen Hawking avait une réponse magnifique à ce sujet. Il disait « Demander ce qu'il y a avant le Big Bang, c'est comme demander ce qu'il y a au nord du pôle Nord. » Pensez-y, vous marchez vers le nord, vous y êtes. Vous posez votre pied sur le point exact de l'axe de rotation de la Terre, et là vous demandez « Maintenant je veux aller encore plus au nord ». Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas qu'il y a un mur invisible, c'est que la surface de la Terre ne permet pas l'existence d'une direction plus septentrionale que le pôle. Si le temps lui-même a commencé avec le Big Bang, s'il est une dimension de l'espace-temps qui est apparue avec l'expansion, alors le mot « avant » perd toute signification physique. Le temps n'existait pas pour qu'un « avant » puisse s'y loger. C'est un concept qui demande un effort mental colossal, car nous sommes des créatures de cause à effet. Nous pensons que chaque événement a besoin d'un passé. Mais l'univers n'est pas obligé de se plier à notre intuition de primate. Il commence à faire les 100 pas, plus énergiques. Et ce n'est pas le seul paradoxe qui devrait vous empêcher de dormir. Il y a aussi cette idée reçue sur la vitesse de la lumière. On vous a dit que rien ne peut aller plus vite que 300 000 km par seconde. C'est la loi d'Einstein, inviolable. Sauf que, rappelez-vous la pâte à pain. Si vous prenez deux raisins très éloignés l'un de l'autre, dans une pâte qui gonfle très vite, la quantité de pâte qui se crée entre chaque seconde finit par dépasser la distance que la lumière peut parcourir. Aujourd'hui, il y a des galaxies qui s'éloignent de nous à des vitesses apparentes bien supérieures à celles de la lumière. Est-ce qu'elles violent la physique ? Non, parce qu'elles ne voyagent pas dans l'espace. Elles sont immobiles dans leur coin de pâte. C'est l'espace lui-même qui s'étire. Et l'espace, lui, n'a pas de limite de vitesse. Il peut se créer aussi vite qu'il le veut. Cela signifie que l'univers a un horizon. Il y a des parties de l'univers que nous ne verrons jamais, car la lumière qu'elles émettent n'arrivera jamais à remonter le courant de l'expansion. Elles sortent de notre réalité à jamais. Nous vivons dans une bulle de lumière qui rétrécit par rapport à l'immensité de ce qui existe. Il s'arrête brusquement et regarde la caméra avec une intensité renouvelée. Mais le plus grand mystère, le plus grand paradoxe, c'est que le Big Bang n'est pas une archive poussiéreuse. Ce n'est pas un événement qui s'est essoufflé. On a longtemps cru que la gravité allait finir par freiner cette expansion, que les raisins allaient finir par ralentir. On pensait que l'univers pourrait un jour s'effondrer sur lui-même dans un Big Crunch. En 1998, on a découvert l'inverse. L'expansion ne ralentit pas, elle s'accélère. Quelque chose que nous appelons l'énergie sombre, un nom chic pour dire « on n'a aucune idée de ce que c'est », pousse l'espace à se créer de plus en plus vite. Le Big Bang est en train de s'emballer sous nos yeux. Nous sommes au beau milieu d'une explosion de création d'espace qui ne montre aucun signe de fatigue. Alors, si tout est en train de se dilater, si le temps est né d'un point qui n'en est pas un, et si nous sommes condamnés à voir nos voisins galactiques disparaître derrière un horizon infranchissable, quelle place reste-t-il pour nous ? Est-ce que tout cela n'est qu'une mécanique froide et absurde ? Ou est-ce qu'il y a, dans cette structure même, quelque chose de profondément poétique ? Le présentateur s'assoit confortablement, délaissant les graphiques et les équations. L'éclairage devient plus doux, plus intimiste. La musique de fond passe d'un rythme synthétique à une mélodie orchestrale légère et contemplative. On arrive au bout de ce voyage, et je parie que votre tête bourdonne un peu. C'est normal. On a démoli l'image de l'explosion, on a transformé l'espace en pâte à pain, et on a réalisé que le néant n'est même pas ce que l'on croit. Mais il reste la question la plus importante.
celle que l'on n'ose pas poser, parce qu'elle semble trop poétique pour de la physique. Qu'est-ce que tout cela signifie pour vous ? La plus grande erreur que l'on commet avec le Big Bang, c'est de le traiter comme un événement historique. On en parle comme de la chute de l'Empire romain ou de l'extinction des dinosaures. Quelque chose de fini. Quelque chose qui appartient au passé. Mais le Big Bang n'est pas terminé. Il regarde droit dans l'objectif avec un sourire sincère. Le Big Bang est en train de se produire en ce moment même. Cette expansion que nous avons décrite, cette création silencieuse et constante de nouvel espace entre les galaxies, elle ne s'est jamais arrêtée. Chaque seconde qui passe, l'univers devient plus vaste qu'il ne l'était la seconde précédente. Vous n'êtes pas en train d'observer les conséquences d'un événement ancien depuis une distance de sécurité. Vous êtes à l'intérieur de l'événement. Vous êtes un passager du processus, porté par une vague de création qui a commencé il y a 13,8 milliards d'années et qui n'a pas encore trouvé son rivage. Et ce n'est pas seulement l'espace qui vous lie à cette origine, c'est votre propre chair. Il lève sa main devant l'écran. Prenez un instant pour regarder vos mains, ou l'eau que vous buvez. L'hydrogène qui compose les molécules d'eau de votre corps a été forgé directement dans les 3 premières minutes de l'univers. Littéralement. C'est la matière la plus ancienne qui soit. Le carbone dans vos cellules, l'oxygène que vous respirez, le fer qui donne sa couleur rouge à votre sang. Tout cela a été cuit dans le cœur d'étoiles massives qui sont nées de ce gaz primordial, avant d'exploser pour ensemencer le cosmos. Vous êtes de la poussière d'étoiles, bien sûr, mais avant cela, vous êtes des débris de l'ère primordiale. Vous êtes de la matière très ancienne qui, par un tour de magie des lois de la physique, de la chimie et du temps, s'est assemblée en une structure capable de conscience. Vous êtes l'univers qui a ouvert les yeux et qui a commencé à se demander d'où il venait. Il marque une pause, laissant le silence s'installer un instant. C'est là que réside la véritable beauté du réel. Ce n'est pas dans la certitude absolue, mais dans l'honnêteté de la quête. Je vous ai dit plus tôt que nous ne savions pas ce qu'il y avait au temps zéro. Je vous ai dit que nos théories s'effondraient. Pour certains, c'est une faiblesse. Pour moi, c'est la plus grande force de la science. La volonté de dire « nous ne savons pas encore » est l'acte le plus courageux et le plus intègre qu'un être humain puisse accomplir. C'est cette honnêteté qui nous permet de ne pas nous contenter de mythes rassurants ou d'images simplistes comme cette fameuse explosion. En acceptant le silence là où les équations s'arrêtent, nous laissons la place à la découverte future. Nous gardons la porte ouverte au mystère. Le Big Bang ne nous dit pas pourquoi nous sommes ici. Il ne nous donne pas de mode d'emploi, ni de but prédéfini. Il nous raconte simplement comment l'univers se comporte depuis qu'il a commencé à respirer. Et cette description, par sa précision incroyable et sa démesure, est plus époustouflante que n'importe quelle fiction. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, ne cherchez pas un point d'origine. Ne cherchez pas un centre. Rappelez-vous que vous êtes déjà au centre. Rappelez-vous que l'obscurité entre les étoiles n'est pas un vide mort, mais un tissu en pleine croissance, une scène qui s'élargit pour laisser place à de nouvelles histoires. Vous n'êtes pas une petite chose insignifiante perdue dans un cosmos infini. Vous êtes une partie intégrante, consciente et curieuse de ce processus d'expansion. Vous êtes le Big Bang qui continue, une étincelle de conscience qui refuse de cesser de poser des questions, même quand les réponses nous obligent à réapprendre à voir. Et c'est peut-être ça, le vrai miracle, que dans un univers qui n'avait pas besoin de nous pour exister, nous ayons réussi à comprendre comment il a commencé. Il sourit et s'apprête à conclure. Si vous voulez continuer à plonger dans ces paradoxes, à déconstruire ce que vous croyez savoir pour enfin voir le monde tel qu'il est vraiment, n'oubliez pas de vous abonner à Feynman Physics. On a encore beaucoup de couches de réalité à peler ensemble. Je vous retrouve au prochain épisode. L'écran s'assombrit lentement sur une image de la Voie lactée, alors que la musique atteint son crescendo final.